D'accord. 16h15. Alors le hall 3, Porte D. vous allez sortir en fait sur le côté où je vous ai indiqué là, où c'est marqué accès. Vous allez descendre et là ça va être indiqué. En fait, vous prenez comme des petits escalators et vous allez. Je commence, puis après je vous donne. Bonjour à tous. Merci d'être présents sur ce point info portant sur plans communaux et intercommunaux de sauvegarde d'une nécessité absolue. Alors peut-être en préambule dire quelques mots en fait sur cette obligation importante pour les communes et les intercommunalités. Donc la loi Matras en fait est venue augmenter le nombre des communes qui doivent se doter d'un plan communal de sauvegarde. Donc les chiffres que l'on avait, c'est qu'à peu près 20 000 communes en France doivent avoir élaboré ou confirmé en fait un plan communal de sauvegarde à la mi-2024 et quasi la totalité des EPCI à fiscalité propre devront être dotés d'un plan intercommunal de sauvegarde d'ici la fin 2026. Donc, d'après les estimations du gouvernement, mais Yves Ogdet, en fait, présent, alors je vous tourne un peu le dos, là, c'est pas très simple, mais je vais essayer. Donc, peut-être que voilà, ces chiffres seront confirmés, mais d'après les estimations du gouvernement, ces nouvelles mesures vont obliger environ 8200 communes supplémentaires à mettre en œuvre un PCS, et donc, et en ajoutant bien évidemment les communes qui avaient déjà élaboré et rempli cette obligation, mais peuvent devoir bénéficier d'une mise à jour. Et donc, les services de l'État estiment que 10 800 communes environ vont avoir à instaurer un PCS et 10 000 à peu près l'auraient déjà fait. Donc, on est sur la moitié. Alors, ces chiffres sont peut-être pas tout à fait à jour, mais je laisserai effectivement le ministère de l'Intérieur, dans sa prise de parole, peut-être les confirmer ou les infirmer. Et on aurait à peu près 1125 intercommunalités qui vont devoir se doter d'un plan intercommunal de sauvegarde d'ici en fait 2026. Avant même de commencer en fait les témoignages et de vous laisser la parole sur ce sujet-là, je vais laisser les deux coprésidents du groupe de travail prévention des risques et gestion des crises dire un petit mot. Donc Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule, et Éric Ménassi, le maire de Trèbes. Donc je vous laisse en fait en préambule dire voilà, quelques mots sur cette obligation, en sachant que ce matin, nous étions dans un forum concernant les obligations d'assurance, c'est-à-dire y a-t-il encore un assureur pour ma commune, et qu'un des sujets, c'était effectivement, du point de vue des assureurs, que les communes, effectivement, remplissent la totalité, et les intercommunalités, la totalité de leurs obligations réglementaires dans le domaine de la prévention, et donc ont été abordées les obligations portant sur les PCS et les PICS. Donc je vous laisse la parole. Merci Stéphanie, bonjour à tous. Éric Ménassi, je suis le maire de Trèbes, dans l'Aude, une petite commune à côté de Carcassonne, d'un peu moins de 6000 habitants. Et je suis aussi le président de l'association des maires de l'Aude. Il y a 18 mois de cela, David Lisnard nous a sollicité, Sébastien et moi, pour coprésider un groupe de travail sur la gestion des risques. Alors pourquoi nous a-t-il sollicité à nous? Vous vous en doutez, pour deux raisons. La première, parce qu'il aimait beaucoup Sébastien. Et plus sérieusement, le but de l'AMF, vous l'avez compris, c'était de pouvoir, au travers deux maires qui incarnaient quelques difficultés dans des épreuves totalement différentes, pouvoir travailler sur des sujets prégnants et surtout transmettre à la fois notre expérience, mais surtout transmettre une volonté de partager la gestion de crise. Alors, si vous le permettez, je vais prendre quand même 2 minutes parce que c'est très important. Sébastien va sûrement appuyer mon propos. Quelle est notre mission? Notre mission, elle est remplie d'abord de beaucoup d'humilité et surtout de
de vous dire que aujourd'hui, que ce soit le dérèglement climatique, que ce soit la folie des hommes, que ce soit des risques industriels, il n'y a aucun territoire sur le territoire national ou métropolitain qui peut se prévaloir d'être à l'abri de quoi que ce soit. Et malheureusement, la commune de Trèbes a été tristement célèbre en 2018 pour avoir, à 8 mois d'intervalle, eu un attentat et des inondations meurtrières. Donc la difficulté pour les maires et pour les équipes municipales, c'est d'être en capacité pendant ces périodes de crise, d'être à la hauteur de l'événement. Être à la hauteur de l'événement, c'est très difficile, parce qu'en fait, on vous demande de préparer quelque chose qui est totalement imprévisible. Comment vous voulez vous préparer à ça? C'est impossible. Et pourtant, on sait très bien que si, avec les adjoints, avec les conseillers municipaux, vous arrivez à organiser la façon dont vous allez appréhender l'événement, écoutez, les choses se passeront beaucoup mieux. Et les plans communaux de sauvegarde sont faits pour ça. Donc ce que nous faisons avec Sébastien, nous sillonnons la France pour aller à la rencontre de nos collègues maires au travers d'un groupe de travail, et nous essayons de transmettre à la fois une expérience terrible, mais aussi de faire de cette expérience une opportunité pour nous tous. En clair, prise de conscience, humilité, et puis se dire que aujourd'hui et demain ne sera pas comme hier. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. Je vais laisser la parole à Sébastien. Qu'est-ce que j'ai oublié, Sébastien? Tu vas le dire. Hein. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Merci, bonjour à tous. Donc Sébastien Leroy, maire de Mandelieu, et qui a la chance de parler après Eric. Donc comme il a déjà tout dit, je ne serai pas long. C'est une bonne nouvelle pour vous. Donc plus sérieusement, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un sujet qui est majeur, le plan communal de sauvegarde, qui ça ne paraît rien, mais en réalité, c'est un élément extrêmement important. Et vous allez voir que c'est à la fois un moyen d'action, mais aussi une arme à double tranchant, si on peut l'appeler comme ça. Le plan communal de sauvegarde, aujourd'hui, il a été étendu par la loi Matras à toutes les communes qui sont exposées aux risques naturels par un plan, un PPRN. Et demain, ne nous mentons pas, toutes les villes de France devront avoir un plan communal de sauvegarde. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'a très bien dit Eric, aujourd'hui le monde évolue à grande vitesse. Vous avez vu que, ne serait-ce qu'au point de vue climatique, mais il faut aussi intégrer les risques industriels et les risques humains, plus aucun territoire ne peut se dire qu'il ne sera pas demain exposé à une catastrophe. Des territoires qui n'ont jamais inondé vont l'être. Des territoires qui n'ont jamais été dévastés par des feux de forêt le seront prochainement. Vous pouvez avoir des séismes, des catastrophes industrielles. Et votre plan communal de sauvegarde, c'est la première pierre de réaction de l'élu, car vous êtes, mes chers amis, en tant qu'élus, les heureux bénéficiaires de la première ligne. C'est-à-dire que demain, quoi qu'il arrive, c'est vous et vous seuls qui serez les premiers à prendre les décisions. L'État sera un soutien, mais en aucun cas l'État ne se substituera au maire. Vous devrez peut-être même parfois décider d'évacuer les populations alors qu'il n'y a pas d'alerte. Vous devrez disposer des moyens d'intervention parce que l'État n'en a pas, ou n'en a plus, ou n'en a pas assez. Et là, je salue les sapeurs-pompiers qui luttent au quotidien. Et heureusement qu'on a les sapeurs-pompiers, d'ailleurs tous les corps de l'État, qui s'engagent sans réserve. Mais aujourd'hui, le défi est tel que les villes sont l'élément de base. Et le PCS, c'est quelque part, non pas la réponse, mais c'est le premier trait d'action qui vous montre, si vous avez réfléchi au sujet, quels sont les organismes. Il y en a beaucoup parmi nous qui ont déjà été confrontés à des catastrophes. C'est malheureusement une expérience que nous avons vécue avec Eric. Et c'est vrai que depuis un an que nous sillonnons toute la France, eh bien on s'aperçoit qu'il y a à la fois une vraie prise de conscience, et on en est très heureux, et aussi, quelque part, une certaine crainte devant le défi. Comment peut-on, parce que parfois on n'a quasiment pas de moyens, anticiper des choses impensables? Eh bien malheureusement, il faut le faire. Parce que quand une crise va survenir, ce qui est inévitable, ça peut être demain, ça peut être dans un an, dans 10, vous serez en tant qu'élu amené à prendre la décision. Donc vous aurez la responsabilité, on va dire juridique. Vous aurez la responsabilité morale. Parce que si demain une crise survient et que vous ne l'avez pas anticipé, vous pourrez vous dire je n'ai pas fait mon travail. Difficile, mais malheureusement, c'est une réalité. Vous aurez la responsabilité naturellement politique, puisque si vous ne faites pas le travail, vous pouvez être assuré que toutes les bonnes consciences qui attendent dans l'ombre tapis, surtout que les échéances approchent, vous sauteront à la gorge et vous traîneront dans la boue, parce que vous serez responsable de tout. Et in fine, vous aurez aussi la responsabilité pénale. Parce que
ne croyez pas que l'élu pourra expliquer que ce n'était pas prévisible, qu'on n'y avait pas pensé, que ça ne surviendrait pas. Et c'est là où le PCS peut être extrêmement dangereux s'il est mal rédigé, c'est que quand vous avez un PCS, il faut que ce PCS corresponde à la réalité. Mais attention, parce que si, au milieu d'une phrase, il y a une action qui n'est pas très bien écrite, ou un alinéa en appendice qu'on n'a pas bien lu, et que la crise survient et que vous ne l'avez pas exécuté, votre responsabilité pénale est automatiquement engagée. Et je vous donne l'exemple d'un maire de mon territoire qui avait été élu en 2014, inondation de 2015, donc elle était là depuis 1 an. Aujourd'hui, ça fait maintenant 8 ans que ça dure, elle est poursuivie pour homicide involontaire parce que dans son PCS, il y avait marqué qu'elle devait évacuer un bâtiment en cas d'alerte. Il n'y avait pas d'alerte, mais il y a eu une inondation. Et aujourd'hui, la justice lui reproche de ne pas avoir pris la précaution d'évacuer le bâtiment parce que c'était marqué dans le PCS. Bien sûr, elle a perdu son mandat, mais sa vie est brisée. Vous savez, quand vous êtes poursuivi pour homicide involontaire pendant 8 ans, je peux vous dire que ça transforme votre vie. C'est pour ça que je vous alerte sur ce sujet avec Eric, et aussi que l'AMF veut vraiment porter ce message. C'est que le premier devoir du maire aujourd'hui, c'est de préparer, d'anticiper le risque, à la fois dans la préparation du territoire, dans l'élaboration de ces fameux PCS, mais de faire des PCS qui ne soient pas des usines à gaz. Parce que j'utilise beaucoup ce terme, d'ailleurs, d'atelier en atelier, parce qu'il peut se retourner contre vous. Et l'élaboration du PS, en réalité, c'est de préparer vos réflexes d'action. C'est pas facile, mais c'est obligatoire, et vous verrez que de toute façon, demain, on devra tous en avoir. Voilà, je ne suis pas plus long, et maintenant, je rends la parole à Stéphanie, et la félicite pour cette introduction brillante. Merci pour ces propos introductifs. Donc effectivement, vous l'aurez compris, donc c'est une obligation réglementaire. Vous allez être tous progressivement en fait tenus de vous doter de ce type d'outils. Mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas de monter des usines à gaz, mais plutôt d'arriver à trouver en fait le juste milieu pour que vous puissiez en fait vous doter d'outils correspondant le mieux à votre exposition en fait des risques, aux moyens de la commune, en fait, aux capacités en fait de votre commune. Petite aussi précision avant que l'on démarre les différentes interventions et les différents témoignages. Les PICS, évidemment, ne se substituent en rien au PCS. Le fait d'avoir doté cette nouvelle obligation en fait, aux intercommunalités, c'est plus la recherche d'une articulation, d'une collaboration entre communes et intercommunalités qui est recherchée, et les PICS vont plutôt être là pour venir en fait, on va dire remplir peut-être les trous dans la raquette qui ont pu être repérés dans les différents PCS et permettre la mutualisation de moyens, l'organisation d'un certain nombre d'éléments que vous ne retrouvez pas dans les PCS. Par exemple, je pense en particulier au moment d'inondation, à la gestion des déchets post-catastrophe qui peuvent être par exemple réfléchis au niveau d'un PICS et qui ne seront pas nécessairement pris en charge par le plan communal de sauvegarde. Donc l'idée en fait de ce point info n'est pas voilà, de vous faire peur sur cette obligation, mais plutôt de vous offrir 4 témoignages, 4 présentations vous permettant en fait de vous donner des pistes d'élaboration, puisqu'on a souhaité donc faire intervenir 4 personnes dans ce point info. Alban Bruno, que je vais vous présenter. Alban Bruno, maire de Gonfremille-Larcher, qui est vice-président du Havre Métropole et qui insistera plus particulièrement sur le travail collaboratif qui peut exister entre l'intercommunalité et les communes, et en plus avec un éclairage qui nous intéresse tout particulièrement parce que Gonfremille-Larcher est une commune fortement touchée par le risque technologique. Donc pour l'instant, on a beaucoup parlé de risque naturel, mais il ne faut pas oublier non plus le risque technologique. Ensuite, je donnerai la parole au président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, que je remercie de sa présence, Jean-Paul Bosselan, qui nous expliquera aussi l'accompagnement qui peut être fait, qui peut être recherché auprès des sapeurs-pompiers, et en particulier en nous expliquant des initiatives qui existent sur certains départements entre les services départementaux d'incendie et de secours et les communes, et en particulier les associations départementales des maires, et aussi les offres de formation que l'École nationale de sapeurs-pompiers peut aussi offrir, et encore d'autres choses dont il nous parlera.
Ensuite, nous donnerons la parole à Sandrine Gauthier-Pacou, qui est maire de Ménois, dans le Jura, présidente elle aussi de l'association départementale du Jura, avec une initiative tout à fait intéressante, puisque c'est un travail collaboratif avec la préfecture et une association qui s'appelle ECTI, dont elle nous parlera, et qui est partie d'un constat de la faiblesse en fait de réalisation des PCS dans le Jura au lendemain de la grosse prise de conscience de l'exposition aux incendies, aux prévention des risques incendies. Donc un éclairage encore différent et particulier pour vous montrer que des perspectives d'accompagnement et que les maires ne sont pas seuls, ni les présidents d'intercommunalité dans cette démarche. Et enfin, on terminera par un représentant du ministère de l'Intérieur, Yves Ogdet, que je remercie, qui nous présentera aussi en fait un certain nombre d'outils que l'État est en train de finaliser, qu'il mettra à disposition. Il nous en dira un peu plus, mais un guide, j'imagine, sur les PICS, puisque les guides sur les PCS existent, même parfois s'ils font très peur, tellement ils sont très très volumineux pour les petites communes. Donc c'est pour ça qu'aussi les présentations d'accompagnement sont tout à fait intéressantes, et aussi un outil un peu de diagnostic dont il nous parlera. Donc Alban, Bruno, je vous laisse la parole pour nous présenter un peu cette articulation intercommunalité-commune. Très bien. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'Association des maires de France pour l'organisation de ce point info sur ces sujets. Bravo aux deux coprésidents qui animent ce groupe de travail au sein de notre association. Je pense que ce sujet est important, il prend de plus en plus de place dans la tête des maires. Et je pense que c'est important qu'on puisse travailler en temps de paix et qu'on puisse préparer les élus locaux, les populations à faire face à un événement quel qu'il soit, que ce soit un événement à caractère industriel, je parle plus pour ma commune et mon agglomération, ou des événements naturels qu'on voit se multiplier malheureusement en France et dans le monde. Alors l'articulation entre les PCS et les plans intercommunaux de sauvegarde. Alors sur notre interco, on a eu une façon de travailler depuis un certain temps, depuis la création des intercos en fait. Très vite, on a su développer des outils de dialogue, de travail entre les acteurs présents sur cette interco pour faire face aux risques technologiques. Et donc l'interco s'est très vite organisée pour être au service des communes. C'était dit, les communes doivent développer leur PCS et c'est essentiel. Mais les communes, en fonction de leur taille, de leurs possibilités, n'ont pas forcément toujours les moyens en ingénierie pour développer les choses, former les élus que nous sommes, et puis recenser et organiser ces documents essentiels pour faire face à un événement. Et c'est là où l'interco, à travers la loi Matras et la création des PICS, va pouvoir, à mon sens, travailler à se mettre à disposition des communes. C'est ce que nous, on a fait sur le Havre Seine Métropole, en organisant notamment des formations en direction des élus pour gérer les crises. Je pense que les PICS doivent pouvoir demain recenser l'ensemble des moyens disponibles, des moyens publics ou privés sur ces intercos pour pouvoir être le plus efficace possible en cas d'événements majeurs. Et tout ça doit pouvoir s'organiser à travers ce document. Et là encore, c'est la capacité à dialoguer au niveau des acteurs qui peuvent intervenir, alors que ce soit, il faut pouvoir les identifier en fonction des risques, d'organiser ce dialogue permanent des acteurs qui pourront être amenés à intervenir pour faire face. Sur l'agglomération havraise, au début de la création des intercommunalités, on a créé ce qu'on appelle l'Office des risques majeurs de l'estuaire de la Seine. Donc ça, on a créé ça au début des années 2000. Et qu'est-ce qu'on a fait? Simplement, on a réuni les industriels qui génèrent les risques sur le territoire, l'Université du Havre, parce qu'on trouvait que c'était intéressant que les chercheurs soient autour de la table pour inventer des solutions et des outils pour faire face de la meilleure des façons possibles. Les collectivités concernées, les communes concernées par le plan particulier d'intervention, et puis bien évidemment, le port du Havre,
qui aussi, de par son activité, a des relations fortes avec les industriels qui sont présents. Donc ces actions permettent un dialogue permanent. Et c'est en dialoguant de manière efficace et constante que l'on est meilleur pour faire face à un événement de gestion de crise. Et ça, c'est essentiel parce que c'est là où on identifie les difficultés qui pourraient survenir. C'est là où on identifie les points forts, les outils présents sur le territoire. Et le message que je souhaiterais vous passer, en fait, c'est que tout ça se construit en amont, tout ça se travaille et le dialogue doit être vraiment une clé de la réussite pour que l'événement soit le moins conséquent sur les populations et sur les biens des territoires. Monsieur Bruno, je crois aussi savoir qu'au niveau de l'intercommunalité, il y a un service dédié sur l'accompagnement en fait des communes au PCS. Donc peut-être pour faire partager cette expérience, c'est une personne, c'est 2 personnes. Le travail, je crois avoir compris qu'il y a à la fois en fait un accompagnement en fait des PCS, mais aussi une aide à la mise à jour. Tout à fait. Et c'est aussi une façon en fait pour l'intercommunalité de préparer la création et la réalisation de son PICS pour voir, avec cette connaissance au niveau de l'intercommunalité des contenus des PCS, voir où l'action en fait, de l'intercommunalité va être la plus pertinente et la plus intéressante. Peut-être nous en dire un peu plus là-dessus. C'est vrai. Alors, j'ai envie de dire, nous, notre PIX, en tant que document, il n'est pas réalisé, mais notre PIX, il est déjà présent dans la tête des élus. Et pour cela, au niveau de l'Interco, il y a 3 personnes qui travaillent sur les risques majeurs en permanence et qui accompagnent les maires, qui sont au service des maires. Il faut que les Intercos soient au service des maires parce qu'on sait bien que c'est les maires qui sont en première ligne pour faire face à un événement quel qu'il soit. Et l'Interco doit se doter de moyens humains, en ingénierie, pour être aux côtés des maires, pour construire leur PCS, pour organiser des formations et puis pour recenser auprès des autres communes l'ensemble des moyens disponibles et que les maires pourraient solliciter auprès de l'Interco pour répondre à un besoin exprimé. Voilà, une Interco au service des collectivités, des communes, une Interco solidaire à travers les moyens qu'elle pourrait mobiliser et puis surtout des acteurs présents et investis, mobilisés pour faire face. Et vous, dernière petite question, et vous en tant que maire de Gonfreville-Lorcher, donc vous êtes doté d'un plan communal de sauvegarde, donc peut-être partager les réussites, les difficultés, les facilités que vous avez pu rencontrer en fait sur l'élaboration de cet outil. Alors, c'est un outil qu'il faut travailler et il faut être accompagné de professionnels, de gens qui connaissent la question des risques technologiques majeurs, c'est important. Et puis s'exercer. Je pense que c'est important que l'on puisse s'exercer, c'est ce que l'on fait régulièrement. Pas assez souvent à mon goût. Sur ma commune, on a pu, le 13 octobre dernier, à l'occasion de la Journée nationale de la résilience, on a pu faire un exercice grandeur nature en mobilisant notamment les moyens d'alerte développés par l'État, le FR-Alert. Donc c'est des nécessités de pouvoir s'exercer pour acculturer les populations. Et ça permet de tester si notre PCS est vraiment adapté pour faire face. Alors, Monsieur Bruno, je sais que vous avez une contrainte, donc que vous devrez nous quitter. Donc peut-être laisser place à quelques interrogations à ce stade du point faux, si certains veulent vous interroger sur votre propre expérience. Pas de questions à ce stade? Pas de questions sur les PIX qui vont être à construire. Hein. Tout est à construire. Hein. On a jusqu'à fin 2026, je crois, au niveau des intercos. C'est ça. Pour mettre en œuvre ces documents. Non, pas à ce stade. Bon. Mais je vous encourage vraiment à vous intéresser au sujet. C'est essentiel pour les populations. Merci pour votre attention. Vous m'excuserez, je suis attendu effectivement dans le hall 3 par le ministre de l'Industrie. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci.
Monsieur Bosselan, en tant que représentant des sapeurs-pompiers, donc on est aussi très intéressé par votre partage d'expérience sur ce sujet. Vous nous indiquiez peut-être les bonnes pratiques que vous avez pu noter, voilà, les bons exemples que vous avez pu repérer dans cette collaboration sapeurs-pompiers-maires qui nous paraît tout à fait importante, puisque les sapeurs-pompiers, on le répète, connaissent très bien l'exposition au risque, et on a remarqué dans le travail que nous réalisons avec Éric Ménassi et Sébastien Leroy, des fois la faible connaissance que certains maires peuvent avoir de leur propre exposition en fait, au risque. Et pour nous, c'est un élément important, puisque si on n'a pas conscience de cette exposition au risque, c'est difficile de se doter en fait, des outils qui suivent. Donc c'est bien un préalable indispensable. Parfait, très bien, merci. Jean-Paul Bosselan, donc je suis le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Pour être très pragmatique, c'est 284 000 adhérents qui sont répartis dans 6 000 points de contact que vous connaissez tous, puisque c'est tout simplement vos centres de secours dans vos communes. Tout à l'heure, Sébastien Leroy utilisait, les maires sont sur la ligne dès qu'il y a un événement, et derrière les maires, il y a tout simplement les sapeurs-pompiers. Pourquoi ? Je ne vais pas déborder sur l'intervention de la direction générale, mais simplement parce que déjà, l'histoire des pompiers de France, elle commence par les communes. Elle commence par les communes. On est arrivé à la départementalisation, mais on est tous originaires de nos territoires. Et surtout, le Code général des collectivités territoriales désigne les maires que vous êtes comme directeurs des opérations de secours. Si on veut être des puristes dans les textes, les sapeurs-pompiers, nous, techniciens, nous sommes à vos ordres. Par expérience, on sait que ça ne se passe pas tout à fait comme ça sur le terrain. Non, mais c'est la réalité. Tout à l'heure, les deux maires qui ont vécu les événements ont parlé des responsabilités juridiques. En tous les cas, le juge le prendra dans ce sens-là. La loi Matras, Fabien Matras, qui était un député du Var et qui était surtout avant un sapeur-pompier volontaire, est forcément plus sensibilisé et a construit ces fameux plans communaux ou intercommunaux. Il y a toujours quelques craintes dans les collectivités de rédiger ces documents. Alors là, les vrais plans communaux qui sont opérationnels, ce n'est pas ceux qui ont 500 pages, c'est ceux qui sont assez plus contraints et pragmatiques. Pourquoi ? Parce que quand on est dans ce qu'on appelle la gestion de crise, en tous les cas, les deux maires coprésidents savent de quoi ils parlent puisqu'ils l'ont vécu. Dans la gestion de crise, on a une contrainte énorme qui est la gestion du temps. Le temps, on ne l'a plus, tout va très vite et on ne parle pas simplement d'un feu de cheminée, mais on parle vraiment de la gestion d'ampleur. Et si on ne s'est pas préparé, ça devient très compliqué. Et je sais que dans la salle, parce que j'en ai reconnu quelques-uns, bien souvent dans les conseils municipaux, vous avez souvent des sapeurs-pompiers ou des anciens sapeurs-pompiers. Appuyez-vous sur eux pour aller alimenter ces plans communaux. C'est quoi ce plan communal ? C'est tout simplement un inventaire des moyens qui sont à disposition des collectivités. Alors à l'échelon communal ou intercommunal, pourquoi on est monté, on a aidé Fabien Matras à travailler la fédération. Pourquoi on a raisonné à l'échelon intercommunal ? Selon les agglos, si vous êtes dans des communes qui sont assez géographiquement assez resserrées, si chaque PCS commence à réquisitionner des moyens, les moyens ne sont pas sans fin et vous risquez d'avoir des moyens qui sont répartis sur l'ensemble des territoires et qui deviennent plus efficaces. Donc le PC, l'échelon intercommunal, peut être quelque chose d'intéressant pour pouvoir mobiliser et gagner du temps. En tous les cas, sur l'intervention des sapeurs-pompiers, avant l'événement, il est impératif qu'on ait cette liaison régulière. On l'a un peu perdu avec la départementalisation du 1er janvier 2000. Parfois, on s'est éloigné, je dis les sapeurs-pompiers, on s'est éloigné de nos maires. Et les nouvelles générations de maires, maintenant, n'ont pas forcément eu à gérer. Alors presque, parce que dans certains départements, vous avez encore des maires qui gèrent des sapeurs-pompiers communaux, mais dans la majorité des départements, il n'y a plus forcément la relation entre le maire et les sapeurs-pompiers. En général, autour du 4 décembre, puisque c'est notre traditionnelle Sainte-Barbe, mais c'est bien de pouvoir aussi avoir une relation opérationnelle pour préparer l'avenir. Pourquoi ? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, le dérèglement climatique, on n'a plus besoin d'en parler, on y est. Bon, il y a une semaine, pile aujourd'hui, j'étais sur ma commune, aux côtés de mon maire, dans 1,80 m d'eau. Je viens de la Haute-Savoie, je ne suis pas le seul. Et on a eu un torrent qui a débordé. Et le lendemain, j'étais dans mes fonctions de président dans le Pas-de-Calais. Le dérèglement climatique, on l'a. Ce n'est pas que les inondations.
c'est le feu de forêt, qui n'est plus, si j'ose dire, réservé au sud de la France, mais sur l'ensemble du territoire. Je vois qu'on a le maire du Jura, 1000 hectares dans le Jura l'année dernière, en 2022, de feux de forêt. C'était quelque chose qui était impensable il y a encore une dizaine d'années. Je crois d'ailleurs que le président de la République sera présent sur votre territoire vendredi pour honorer nos collègues qui ont lutté avec vous contre les feux de forêt. Donc aujourd'hui, le dérèglement climatique, il est là. On a besoin de se préparer. On anticipe d'ailleurs nos formations. On anticipe l'augmentation d'achat de matériel. Vous verrez, peut-être les pompiers vous parleront de camions-citernes feux de forêt. Pourquoi ? Parce que même s'il n'a pas forcément la bonne appellation, ces camions en période d'inondation permettent d'aller faire des sauvetages parce que c'est un véhicule 4x4 plus haut qui peut progresser dans une faible quantité d'eau et surtout en terrain dégradé. C'est aussi ça, préparer l'avenir. On a parlé des exercices, c'est indispensable et je sais que l'AMF et je sais que les 2 coprésidents tournent sur le territoire français. On accompagne les coprésidents justement pour porter la parole de l'action des sapeurs-pompiers. C'est très important, il faut se préparer, c'est indispensable. Et il n'y a pas que la préparation. On a dit tout à l'heure, mais je pense que ça reviendra sur l'aspect réglementaire, sur les PCS et PCIS, on a une obligation d'exercice tous les 5 ans de mémoire. Tous les 5 ans, c'est peut-être un minimum pour des gens qui sont opérationnels comme nous. Mais il ne faut pas avoir peur de l'exercice. Un exercice, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour être corrigé. Chez les sapeurs-pompiers, on porte le secours au quotidien sur les interventions d'ampleur. On fait tout simplement ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience. Pourquoi ? Ce n'est pas de savoir si on a été bon ou pas bon. Le sujet est d'être meilleur demain et de régler les curseurs pour qu'on ne reproduise pas certains événements. On peut dérouler tous les plans qu'on souhaite. Malheureusement, il y a des imprévus. Donc, d'où l'importance de mettre en place ces plans. En France, les sapeurs-pompiers, on a une chance. On a une seule et unique école pour les officiers. Elle est située dans les Bouches-du-Rhône, était à Aix-en-Provence. Pourquoi je vous dis ? Parce que ça permet d'avoir une doctrine unique de commandement. Que vous soyez à Lille, à Rennes ou à Marseille, la doctrine de commandement est la même. Et cette école, elle doit servir pour vous, les élus, pour vous acculturer à nos méthodes de gestion opérationnelle et de commandement, à comprendre pourquoi, quand vous, dans ce type d'événement, vous allez monter dans un poste de commandement, vous allez découvrir des traits contre un tableau blanc, des carrés, des rectangles, des couleurs. Vous allez vous dire, tiens, les pompiers s'amusent à faire des dessins. Non, c'est de la gestion pragmatique. On ne fait pas des grandes phrases. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Et on utilise des acronymes, on utilise des formes, des couleurs, et pour avoir ce qu'on appelle la situation tactique à l'instant T. Pourquoi c'est important de travailler avec vous ? Parce que quand on a besoin d'évacuer des quartiers, parfois, faire comprendre aux citoyens, de lui dire, attention, dans 3 heures, chez vous, il y aura 1 mètre d'eau. Et il faut évacuer. C'est compliqué, certains n'évacueront pas, et si on ne le fait pas, ben c'est des opérations de sauvetage, c'est-à-dire qu'il va falloir aller sauver les personnes pour tout simplement, en étant très pragmatique, qu'elles ne meurent pas. Et une opération de sauvetage est forcément plus compliquée quand vous avez la vague d'eau qui arrive. S'il faut venir avec un hélicoptère pour treuiller, on sait faire. Mais si on peut l'éviter, de faire évacuer les personnes, donc ça, on a besoin de le travailler ensemble. Pour nous évacuer, on sait faire. Par contre, forcément, on va se retourner vers vous et vous dire, Madame le maire, Monsieur le maire, dans quelle salle on va mettre les gens à l'abri. Si tout ça, c'est pas anticipé, le tout n'est pas simplement d'ouvrir une salle communale, il faudra pouvoir les accompagner, leur donner de l'eau, parce que je suppose que vos citoyens, si vous n'êtes pas préparés, vous le diront d'une façon parfois assez désagréable. Donc c'est aussi le travail d'anticipation. Et s'il y a un mot qu'il faut retenir, c'est bien l'anticipation. Et je dirais, malheureusement, appuyez-vous sur l'expérience de 2 maires qui ont vécu des épisodes, alors soit attentats et inondations, soit inondations, et comprenez la difficulté quand on est sur le théâtre d'opération. Et surtout, je vous le répète, la gestion de temps, vous ne l'avez plus. Là, c'est quand l'eau arrive, quand le feu arrive, quand l'événement d'attentat arrive, vous n'avez pas le temps de réunir un groupe de travail pour réfléchir. Là, c'est trop tard. Donc voilà, d'où l'importance, en tous les cas, et merci à l'AMF d'avancer sur les formations, et la Fédération des pompiers de France sera forcément à votre disposition. Merci. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a une représentante de l'association départementale de Gironde, mais peut-être pas.
Parce que, en fait, concrètement aussi, on sait compter sur la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, mais c'est vrai, concrètement, est-ce que vous pensez qu'il est important que les maires puissent se rapprocher en fait des SDIS départementalement pour pouvoir en fait créer des liens, des collaborations. Alors voilà, ça existe sur la Gironde par exemple, ça n'existe pas partout. On a vu, l'intercommunalité peut aussi aider. Sur certains départements, on verra, l'interlocuteur c'est plutôt la préfecture, mais concrètement pour des élus qui auraient envie en fait d'avancer sur ce sujet-là, vous leur conseillez de se rapprocher de qui, comment et de travailler de quelle façon? Parce que tout le monde est d'accord sur les exercices aussi et sur le fait que cet outil est très collaboratif et qu'il est important de ne pas être isolé pour le réaliser. C'est plus qu'important, c'est indispensable. L'exercice, souvent, il fait peur. On a peur de se tromper, c'est pas grave. Quand on se trompe sur un exercice, je dirais presque qu'un exercice, c'est presque fait pour ça. On se trompe au tableau, il ne faut pas voir l'exercice comme étant une centaine de camions de pompiers, des milliers de pompiers dans la rue de votre mairie. C'est pas ça, c'est des exercices au tableau. Et c'est facile, hein, le tableau, quand on s'est trompé, on donne un coup de brosse et on recommence. C'est ça l'exercice, c'est fait pour ça. Oui, vous pouvez vous rapprocher de la porte d'entrée, il faut que ce soit vos chefs de centre, dans vos casernes communales ou intercommunales. C'est là la porte d'entrée, qui peut vous emmener après vers la direction, hein, le service départemental d'incendie et de secours. Et c'est important de travailler ensemble. Pourquoi ? Parce que vous, les maires, comme vos chefs de centre, vous connaissez vos territoires. Et ça, c'est quelque chose de très important, d'indispensable. Vous connaissez vos territoires, les accès, les zones de danger. On va vous demander qu'est-ce qui est prioritaire sur une inondation à évacuer. Il est probable qu'une école en journée devrait être une cible à évacuer plus rapidement que la nuit si l'école est vide. Donc, ce travail, oui, il est très important à travailler et une fois de plus, on est à votre disposition à l'échelon des SDIS. Il y a des SDIS qui le font, il ne faut pas hésiter et ce travail est indispensable. Merci pour ces précisions. Donc peut-être maintenant en fait voir sur une autre expérience encore différente, donc avec un rapprochement cette fois-ci de la préfecture, et puis peut-être aussi sur cette expérience insister sur l'attente finale sur le PCS, c'est-à-dire Sébastien Leroy l'a dit, on n'attend peut-être pas des usines à gaz dans les PCS. Alain Chrétien ce matin dans le forum assureur disait que effectivement on peut peut-être partir et avoir une attente sur un outil à minima, dans un premier temps, qui permet de lister quels sont les moyens à disposition de la commune, sur qui il peut s'appuyer, comment il peut prévenir sa population, quelles sont les forces en présence et avec qui il va pouvoir collaborer en cas en fait d'événements de crise, et peut-être s'améliorer progressivement et monter en charge. Il ne faut peut-être pas en fait diaboliser l'outil PCS, mais pouvoir démarrer par quelque chose de relativement simple dans un premier temps et de l'améliorer au fil de l'eau, au fil des crises et au fil des expériences, et pouvoir aussi l'exercer. Donc Sandrine Gauthier-Pacou, peut-être dans cet état d'esprit, nous indiquer quelle était la démarche de l'association départementale du Jura. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Oui, donc le département du Jura, c'est 494 communes, donc des petites communes de 50 habitants, 200 habitants, 300 habitants. Donc, suite à la loi Matras, 392 communes ont été impactées par le risque sismique. Monsieur le préfet, donc, qui est arrivé en 2022, a ciblé 58 communes et risque feu de forêt, puisque nous avons énormément été impactés l'année dernière sur la petite montagne par des feux de forêt. Nous nous sommes aperçus qu'un grand nombre de communes n'avaient pas de plan communal de sauvegarde et n'avaient pas l'ingénierie de manière à mettre en place ces plans communaux de sauvegarde. Nous nous sommes rapprochés des services de la préfecture et nous avons proposé donc un process que l'association des maires s'est plus ou moins approprié et à destination donc de ces petites communes jurassiennes. Nous avons fait appel à l'association ECTI,
qui est une association qui regroupe des anciens cadres, des anciens ingénieurs en retraite et qui ont des compétences dans un certain nombre de domaines. Donc, les communes du Jura sont concernées principalement par les séismes, comme je l'ai dit, les feux de forêt, mais également des ruptures de barrages, des mouvements de terrain, la météo, des risques industriels et des transports de matières dangereuses. Et les accidents de circulation. Le discours que je tiens très régulièrement à mes collègues, c'est ne vous interdisez rien dans vos plans communaux de sauvegarde. Si vous n'êtes pas obligé d'en mettre en place un, vous pouvez être confronté à un accident de la circulation. C'était le cas sur ma commune. 200 habitants, nous avons une départementale, un gros accident un soir d'hiver, une vingtaine de véhicules impactés avec une cinquantaine de passagers. Nous devions donc, les services des pompiers nous ont demandé donc d'évacuer ces personnes. Je n'avais pas sur ma commune de plan communal de sauvegarde, donc qu'en faire? Je n'ai pas de salle des fêtes, etc., etc. Donc, je me suis rapprochée de la commune voisine et nous avons trouvé une solution. Mais nous avons fait ça dans l'urgence et effectivement, nous n'avions aucun document sur lequel nous appuyer. Donc, c'est pour ça que je sensibilise mes élus en leur disant « Vous n'êtes pas impactés par le risque sismique, etc., etc., mais vous pouvez être impactés par un risque, un véhicule qui contient des matières dangereuses qui se retourne sur votre commune. » Donc, partant de ce constat, donc, nous avons fait appel à l'association ECTI. Nous nous sommes rapprochés, nous avons regardé avec eux et nous avons mis en place une formation dans le cadre du DIF, donc à destination des communes. Les communes s'inscrivent donc dans le cadre du DIF. Nous souhaitons que le maire plus 1 ou 2 élus s'inscrivent de manière à ce que plusieurs personnes sur la commune puissent s'approprier ce plan communal de sauvegarde. La plupart des communes se font accompagner de leur secrétaire de mairie, puisqu'on sait que la secrétaire va être amenée à saisir les informations. L'association ECTI donc, reçoit un maximum de 8 communes avec 2-3 personnes maximum. Donc nous avons 15 personnes par formation dans le cadre du DIF. Et chaque commune vient avec son ordinateur. L'association ECTI leur met à disposition le document Word sur lequel chaque commune va travailler. Donc nous avons le sommaire, ensuite nous avons l'annuaire et ensuite une fiche par risque. ECTI se focalise sur un risque par commune. Donc chaque commune va faire en fonction des risques auxquels elle est confrontée. ECTI accompagne donc sur cette journée les communes pour la rédaction de cette fiche et normalement la commune en fin de formation part avec un document qui n'est pas abouti, loin de là, même si nous essayons de rester le plus simple possible de manière à ce que ce soit vraiment efficace sur le terrain, comme vous l'avez dit. Mais il restera malgré tout des choses à compléter. L'association donc, des maires du Jura met à disposition des communes, l'association ECTI, pour finaliser le document en cas de nécessité. Voilà, rapidement brossé. Comment nous avons procédé ? Nous nous sommes rapprochés des services de la préfecture, nous avons travaillé avec le service risque de la préfecture qui a validé donc, le schéma. Nous avons mis en place une formation à Moirans en montagne de manière à ce que les communes qui souhaitaient donc, travailler avec la MJ s'approprient les prérequis pour un plan communal de sauvegarde. Nous avons donc gagné du temps lorsque les communes viennent en formation. Ensuite, nous avons à ce jour formé 38 communes. Donc depuis mi-octobre, nous avons déjà formé 38 communes pour 88 élus. Fin 2023, donc, nous devrions avoir accompagné 55 communes dans la rédaction de leur plan communal de sauvegarde. En 2024 et 2025, puisqu'en 2025, toutes les communes doivent être équipées de leur plan communal de sauvegarde, nous espérons avoir accompagné un grand nombre de communes. Voilà. Très bien, merci pour ce partage d'expérience. Y a-t-il des questions faites sur cette initiative vraiment particulière ? Oui, je voudrais juste avoir des précisions sur. C'est une association du coup qui accompagne, oui, c'est ça, ECTI. et du coup que vous avez configuré à l'échelle juste départementale ou susceptible d'aller ailleurs ? C'est une association nationale.
nationale, mais avec des intervenants sur le département du Jura. Mais c'est bien une association nationale. Éventuellement, vous ECTI. pourriez intervenir ailleurs. Oui. Cette association, oui. Enfin, c'est une association qui n'a pas été mise en place par l'association des maires. C'est une association complètement indépendante. Peut-être en dire un peu plus, en fait, dans sa composition, parce qu'elle est particulière, cette association ECTI. Donc, je ne sais pas si c'est Fabrice qui peut préciser. Concrètement, quand on est dans le Finistère, on peut faire appel à vous ou pas? Donc, oui, nationale qui a des correspondants. Et ce qui est génial chez nous, en tout cas, la chance qu'on a, c'est qu'on a une très très grosse usine chimique qui est du groupe Solvay. Et en fait, l'ingénieur sécurité de Solvay partait à la retraite et s'est dit tiens, si j'allais aider les maires du Jura dans la prévention des risques. Et donc, on a quand même une personne qui est arrivée à vraiment qui connaît parfaitement les risques industriels, mais qui s'est adapté aux problématiques des petites communes. Il n'a pas pris le schéma de Solvay pour le mettre à la commune de Ménois, mais par contre, son expertise permet vraiment de savoir ce qu'est un risque et il est très bon dans la communication. Fabrice, si je ne me trompe pas, c'est une association qui comprend en fait des personnes retraitées, des personnes expertes sur ces sujets à la retraite. C'est du bénévolat de compétences. Voilà. Donc en fait, c'est des cadres de collectivité, des ingénieurs qui à la retraite se disent est-ce que je pourrais aider telle ou telle personne? Et donc en fonction des compétences très très variées, on peut faire appel à eux en tant que collectivité, en tant qu'entreprise. Et nous, on a fait appel à ce bénévolat de compétences sur la spécificité du PCS, mais ils interviennent sur d'autres thèmes au niveau national. Et le référent est du côté de Saint-Brieuc national. Voilà. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci. Le site du ministère de l'Intérieur propose un PCS, mais relativement costaud, complet, global. Est-ce que c'est une référence relativement obligatoire? Et par rapport à votre démarche, c'est quand même, paraît, plus pragmatique et plus simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien évidemment, le PCS est adapté aux petites communes. Donc, il est peut-être un petit peu plus simple, mais il recense quand même toutes les obligations, bien évidemment, puisque ce PCS doit être validé en conseil municipal, parce que nous sommes aujourd'hui focalisés sur les communes, sur les plans communaux de sauvegarde et non sur les plans intercommunaux de sauvegarde. Donc, ce plan communal de sauvegarde est validé en conseil municipal par une délibération qui part ensuite en préfecture et qui, bien évidemment, est repris en main par les services de la préfecture et les services de la préfecture peuvent revenir auprès de la commune afin de compléter en cas de nécessité ce PCS. Monsieur Ogdet, peut-être apporter une précision sur ces fameux modèles donnés par le ministère de l'Intérieur, même si vous allez y revenir, parce qu'effectivement, ils font quand même beaucoup parler, ces modèles, et peuvent être quelque peu... ils font peur. Pour quand même les petites communes rurales, si ce n'est pas de l'usine à gaz, je ne sais pas ce que c'est. En cette période où le délestage gaz est planifié, on essaiera d'être optimisant. Donc, on ne va pas faire d'usine à gaz, je vous rassure. Donc, effectivement, il existe depuis la loi de 2004 une obligation de constitution d'un PCS. On l'a rappelé en propos liminaire. Et depuis cette date-là, l'État accompagne les communes et en ayant mis un document de référence en ligne. Donc, ce document, on a bien tous conscience qu'il est copieux et non adapté à la démarche que l'on souhaite aujourd'hui simple, légère, avec plutôt des notions de fiches réflexes à pouvoir sortir en cas d'événement majeur. Et on sait bien que ce n'est pas lorsque l'événement survient qu'on a à se poser la question en groupe de travail, comme ça a été dit, de savoir comment on s'organise, comment on identifie les ressources et comment on les mobilise. Donc j'y reviendrai effectivement dans mon propos, mais l'idée c'est d'être au plus simple. Et plus que le document, ce qui est important, c'est la démarche dans laquelle on engage les élus, comment on engage l'ensemble des acteurs du territoire communal pour faire en sorte que la démarche, elle est prise en compte et capable d'être mise en œuvre dans les moments les plus significatifs. Et dans les échanges jusqu'à présent, il y a un acteur qu'on oublie, c'est la population. Donc j'y reviendrai dans mon propos, mais il faut impliquer plus que jamais la population pour l'acculturer, faire en sorte qu'un événement majeur, sa réponse soit optimisante, parce qu'elle va se mettre en sauvegarde, et autant de mise en protection individuelle, c'est autant de secours qui n'auront pas lieu d'être par les pompiers particulièrement, et c'est autant d'énergie économisée pour aller porter les secours aux personnes qui sont vraiment en difficulté.
vous avez raison, mais c'est un maire bien informé et bien outillé qui va être plus à l'aise à l'égard aussi de sa population. Donc on ne sait jamais très bien en fait dans quel sens on doit prendre les choses, mais c'est vrai que c'est important, voilà, que les maires se sentent à l'aise avec ces outils-là pour après pouvoir aussi se retourner vers leur population. Y a-t-il d'autres questions sur ces différents témoignages, différentes expériences? Pascal Grosjean, maire dans le territoire de Belfort, une petite commune de Bermont. J'ai ancien sapeur-pompier professionnel à la retraite. J'ai fait le plan communal de sauvegarde dans ma commune en 2004, effectivement. Je l'ai fait simple. À l'époque, on était tous autour de la table du conseil municipal et tous mes collègues conseillers municipaux disaient en première chose, appelez les sapeurs-pompiers. Donc je leur ai dit non, parce que si on doit intervenir, c'est que les pompiers sont déjà venus et on intervient après les sapeurs-pompiers. Et une petite chose, c'est que le plan communal de sauvegarde, je l'ai fait moi, mais alors j'étais assez seul quand même pour le faire, mais ça ne m'a pas posé de problème. Mais du coup, le partager déjà avec l'équipe municipale, c'est déjà quelque chose. Et ensuite, quand ça change de maire, quand ça change d'équipe municipale, c'est pour ça que j'insiste, je pense qu'il faut le faire simple. Le mien n'est pas parfait, je dois le réviser et puis je traîne, j'avance pas pour le faire. C'est pour ça que je suis ici. Le faire simple pour que la prochaine équipe municipale puisse se l'approprier très facilement parce que c'est quand même assez difficile. Voilà. Oui, je voulais également compléter mon propos. J'ai parlé des secrétaires de mairie qui pouvaient potentiellement donc assister à ces formations PCS, avec ou sans donc l'intervention du CNFPT pour la prise en charge financière. En fait, nous nous sommes aperçus lors des premières réunions que certains élus qui venaient d'arriver ou qui étaient là depuis un certain temps pensaient ne pas avoir de plan communal de sauvegarde. Et en fouillant dans les archives, mais ils se sont aperçus qu'ils avaient quelques documents qui étaient à jour ou qui n'étaient pas à jour. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé que la présence des secrétaires de mairie pouvait être importante parce qu'elles sont là, elles restent dans la commune et elles peuvent sensibiliser les élus qui arrivent, les élus d'une nouvelle équipe qui arrivent dans la commune en leur disant attention, nous avons déjà un plan communal de sauvegarde à jour ou non à jour, mais au moins nous avons déjà un document. C'est pour ça que lorsque les maires nous demandent si la secrétaire peut venir, en principe nous répondons de manière favorable. Très bien, merci. Y a-t-il encore d'autres questions? Oui. Oui, bonsoir à tous. Fabien Micheli, premier adjoint au maire de la ville des Abîmes en Guadeloupe. Et je suis aussi conseiller communautaire à Cap Excellence et ancien président du 10 Guadeloupe. Donc, c'était pour porter surtout un témoignage pour dire comment c'est important d'avoir un plan communal de sauvegarde. En Guadeloupe, toutes les communes se sont dotées parce que nous avons tous les risques majeurs, volcaniques, sismiques, submersion, ouragan, glissement, tremblement de terre. Nous avons tout, la totale. Donc forcément, nous avons mis en place, et aussi avec l'aide de notre communauté d'Aglo-Cap Excellence, et qui a mis à notre disposition un prestataire PREDIC qui nous accompagne, qui se trouve à Montpellier. Et donc ça nous permet d'avoir en temps réel toutes les informations, parce que Météo France, chez nous, donne, des prévisions globales. Mais là, sur chaque secteur de notre territoire, donc nous avons on nous donne avec précision en tout cas, on peut annoncer sur la Guadeloupe une vigilance jaune pour faute de pluie ou orange, donc, mais précisément, PREDIC nous dit, tel secteur sera concerné au niveau de la communauté d'agglo. Et donc, nous y travaillons, et aussi, les communes se sont dotées des réserves communales de sauvegarde avec l'expérience pour pouvoir impliquer la population, pour pouvoir réagir après les phénomènes. Et donc, plusieurs communes se sont dotées. Nous avons mis en place notre PIX, donc plan intercommunal, et là aussi, effectivement, Cap Excellence nous accompagne les communes, et notamment pour une mise à niveau de nos PCS, forcément, mais aussi à négocier un prix préférentiel, un tarif, pour que le prestataire puisse uniformiser, mais aussi mettre à notre disposition, et au niveau notre plan communal de sauvegarde. Donc nous travaillons effectivement aussi avec les pompiers, le SDIS forcément, au niveau de la Guadeloupe, nous avons tout connu. L'incendie
du CHU de Pointe-à-Pitre. Donc aujourd'hui, IUMA et tous les phénomènes, nous sommes rodés là-dessus, mais il y a des risques et c'est la raison pour laquelle il faut se doter, toutes les communes, du plan communal de sauvegarde. Ce qui laisserait à penser que plus sa commune est exposée, plus on connaît des crises, plus on est équipé et outillé. Donc on va peut-être presque appeler de nos voeux plus d'événements climatiques. Non, bien sûr. Donc, sur ces expériences, en fait, on voit bien. Alors, vous avez parlé, monsieur, des réserves communales de sécurité civile. Donc, c'est vrai que c'est pas la thématique, mais voilà, on attire juste votre attention aussi sur cet outil de réserve communale de sécurité civile qui peut être un vrai atout. En fait, pour une commune, pour aussi une intercommunalité, pour s'appuyer en fait dans la gestion de crise sur ce type d'outils en plus. J'ai envie de dire, c'est aussi pour les élus qui sont déjà un peu avancés. En fait, les réserves communales de sécurité civile, on voit il y a des espèces de crans à atteindre. On dit d'avoir une bonne connaissance de son exposition, de faire des PCS et de faire des exercices et après d'avoir des réserves communales de sécurité civile. Je vous laisse. Oui, donc Antoine Scherer, je suis ancienne maire d'Annonay et donc je suis en charge du PCS que nous avons, nous sommes en train de finaliser la révision. Nous avions déjà donc un plan communal de sauvegarde et on se posait la question justement de cette réserve communale et je voulais savoir qu'est-ce que vous pouviez me donner comme suggestion pour sa constitution. Voilà, puisqu'il y a des experts autour de la table. Je propose que vous repériez madame et que les spécialistes de réserve communale de sécurité civile puissent peut-être se rapprocher en fait d'elle. Moi, je pourrais aussi vous indiquer des guides existants ou des écrits et des méthodes en fait sur ces sujets-là. Bonjour à tous, merci. Je suis maire d'une commune dans le Pas-de-Calais de 1100 habitants. On a un PCS depuis 2016 et effectivement depuis un an, notre département il a connu une tornade, un attentat à quelques kilomètres de chez nous et 25% de nos communes sont classées catastrophes naturelles car sous l'eau. Donc bien évidemment je souscris à tout ce qui a été dit par rapport au PCS et à la nécessité de l'avoir. Je suis conseiller délégué aussi à la stratégie numérique à la communauté urbaine d'Arras et moi juste mettre un petit focus sur la question de la cyberattaque. Un plan communal de sauvegarde, c'est pour sauvegarder la population. Mais une commune, elle doit aussi sauvegarder ses données et quelque part les services à la population. Je suis administrateur à la VICA et aux interconnectés et je milite absolument pour que dans les PCS, on ajoute un feuillet, il n'y a pas besoin d'en faire 15 pages, mais on ajoute un feuillet en cas de risque attaque cyber. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que mine de rien, si on pose la question dans la salle, est-ce qu'on éteint ou est-ce qu'on laisse allumer l'ordinateur ? On va avoir des réponses bien différentes. Et pourtant, si on l'éteint, on fait une bêtise parce qu'on va empêcher les services de police ou de gendarmerie d'aller chercher des auteurs et on ne va pas faciliter la tâche. Mais en tout cas, ça me semble important que les agents, les élus savent effectivement les premières étapes à faire. Et moi, je ne peux que vous encourager à ajouter un feuillet dans vos PCS en cas de cyber, ce qu'on ne fait pas et qui fait quoi. Merci beaucoup pour cette alerte qui, je pense, est importante puisqu'on a vu dans les différents déplacements que l'on a fait en fait avec les deux coprésidents, ce sujet-là est systématiquement venu et a été abordé. Peut-être pour avoir des éléments de réponse, Yves Ogdet, et pour présenter ensuite les outils mis à disposition par le ministère de l'Intérieur. Effectivement, monsieur le maire, le sujet de la menace cyber est un sujet qui est réel, qui aujourd'hui concerne l'ensemble du territoire national. Je ne peux qu'inviter les élus et les maires à se tourner vers le référent sécurité et sûreté de leur département qui va les conseiller en la matière. L'idée étant effectivement de faire une fiche complémentaire au PCS parce que ça relève de la réponse réflexe que doit avoir l'élu qui ferait face à cet événement et l'inscrire dans son plan de continuité communal dès lors qu'il existe. Ça fait partie effectivement des documents cadres de référence. Juste pour les non-initiés, en fait, les maires de petites communes, ils trouvent ce référent comment ? Il est rattaché à qui ? Il se trouve comment ? Ils se tournent vers leur préfecture qui les orientera vers le référent sécurité. C'est soit un gendarme, soit un policier
S'il n'est pas connu des maires, via la préfecture, il n'aura aucune difficulté à le connaître. Juste un point complémentaire aussi à ce que vous venez de dire. Moi, j'encourage aussi les grosses collectivités ou les EPCI à former 1 ou 2 personnes sur les attaques cyber auprès des formations de l'ANSSI. Il y a Cybernum qui fait une formation qui est assez dense, mais qui est extrêmement bien faite. Alors l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est une agence gouvernementale qui apporte beaucoup de solutions. Il y a un MOOC qui est très très bien fait. Ça vous prend 20-25 heures, mais ça vaut le coup, je pense, sur les grosses collectivités ou sur les intercos, d'avoir 1, 2 ou 3 personnes qui ont la formation et qui vont pouvoir être des référents et des personnes ressources sur ces sujets-là. Car encore une fois, sans vouloir faire peur à personne, la question, c'est pas de savoir si on va être attaqué ou pas, la question, c'est de savoir quand on va être attaqué. Et juste un chiffre, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, il y a beaucoup de communes qui ont été attaquées, il y a Lille entre autres, et ça a mis quand même un sacré bazar sur la communauté et sur la MEL. Quand vous êtes attaqué ou quand l'attaque est révélée ou quand les gens la découvrent, il faut savoir qu'en moyenne, les pirates sont sur vos systèmes depuis 200 jours en moyenne, c'est-à-dire 6 mois. Ça fait 6 mois qu'ils vous regardent, ça fait 6 mois qu'ils vous traquent, ça fait 6 mois qu'ils attendent d'avoir des failles, et une fois que la faille s'ouvre, ils y vont. Et n'allez pas croire que si on est une petite collectivité de 500 ou de 1000 habitants, on est à l'abri, parce que les mafias, parce que ce sont des mafias désormais qui gèrent ce genre de situation, font des attaques en grappe. Vous savez, nous on travaille en grappe pour être à plusieurs, eux ils font pareil. Plutôt qu'attaquer une grosse commune de 50 000 habitants, ils en attaquent 1000 de 500, et pour eux c'est la même chose, mais quelque part tout le monde peut être aussi infecté et peut être attaqué. Donc on a des ressources, il faut les utiliser, et effectivement le référent sécurité c'est vraiment un point d'appui pour tout le monde. Petit conseil, rajoutez quand vous allez réaliser et réfléchir sur les PCS cette partie-là et ce pan cyber. Yves Ogdet, la présentation des outils proposés par le ministère de l'Intérieur suite à la loi Matras. Je pense que ce sont des outils attendus puisque l'année dernière, à la même époque, il y avait, je crois, aussi déjà un point info sur ce sujet-là. Et déjà, les guides du ministère de l'Intérieur étaient fortement attendus. Donc, nous vous écoutons. Bon, bonjour à toutes et à tous. Peut-être en élément liminaire donc pour répondre et peut-être apporter un certain nombre de précisions. Depuis 2004, donc, il est fait l'obligation de certains territoires couverts par un risque naturel ou technologique donc de se doter d'un plan communal de sauvegarde. À la date de la publication de la loi Matras, on recensait un peu moins de 10 000 communes qui avaient répondu à cette obligation sur les 12 600 communes qui étaient obligées de le faire. La loi Matras, comme vous le savez, a étendu à 22 000 communes cette obligation. Donc ça veut dire qu'on a un enjeu qui est collectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces communes soumises à obligation soient présentes au rendez-vous à la fin 2024 d'un plan communal de sauvegarde. Alors pourquoi on doit être collectivement acteur de cette démarche-là? C'est parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le plan communal de sauvegarde, c'est un document qui est aujourd'hui avéré et qui est vraiment une source de réussite pour faire face aux situations d'urgence. La tempête Alex des Alpes-Maritimes, on voit bien que la mise en sauvegarde des populations, l'activation du PCS a donné des francs succès et monsieur le maire, vous êtes là pour en témoigner, s'il n'y avait pas eu ce PCS activé, peut-être qu'on aurait eu des dommages bien plus conséquents que ceux qu'on a connus, qui étaient déjà terribles. Donc on a collectivement cet enjeu et je sais que vous en êtes tous bien engagés et responsables. Le PCS, c'est aussi plus qu'un document, c'est une démarche, comme je l'indiquais précédemment. Donc il faut que les acteurs du territoire s'approprient cette démarche, s'y engagent, connaissent le risque présent sur leur territoire. Donc pour ça, vous avez un document de référence qui s'appelle le DICRIM, qui vous permet de connaître véritablement les risques présents sur le territoire et qui doit être mis aussi à la disposition des populations, parce que les populations doivent aussi connaître les risques auxquels elles sont également soumises et exposées. Monsieur Ogdet, peut-être juste pour préciser, le DICRIM, c'est une obligation qui va avec le PCS, mais avant le DICRIM, vous devez être tous destinataires du dossier départemental sur les risques majeurs, qui est établi en fait par la préfecture et qui vous permet de connaître votre exposition. J'insiste parce que là aussi, dans nos différents déplacements, on s'est rendu compte que ça n'était pas
pas nécessairement un outil totalement connu. Et puis je vous rappelle aussi l'existence de GeoRisque, qui est en fait une plateforme où vous pouvez, en tapant en fait votre code postal, le nom de votre commune, connaître exactement l'exposition de votre commune aux différents risques. Donc on vous invite fortement à l'AMF à vous connecter en fait sur ce site GeoRisque mis en place par l'État. Vous avez entièrement raison, il y a 2 documents de référence, c'est le DDRM et le DCRIM qui sont les documents qui sont de nature différente, mais qui sont les éléments socles qui doivent être en votre possession pour élaborer ce plan communal de sauvegarde. Derrière le document, il y a ce que je vous disais, une démarche. Derrière la démarche, il y a une obligation qui est faite de par loi de le mettre en œuvre. Donc les exercices sont prévus de par la loi également. Vous devez mettre en place des exercices, tout comme vous devez sensibiliser et acculturer la population présente sur votre territoire. Et cette obligation, elle passe effectivement par des outils que je vais vous présenter ensuite, mais elle passe aussi par une obligation à chaque renouvellement du conseil municipal de réactualiser au besoin ce plan communal de sauvegarde. Pourquoi on l'inscrit dans la loi? C'est comme ça a été indiqué, parce qu'on sait que les équipes bougent, on sait que les équipes, même les secrétaires généraux de mairie bougent, mais on a besoin que ce plan communal de sauvegarde soit connu des élus pour le mettre en œuvre et l'activer au besoin dès lors qu'un événement survient. Il vous faut également, dans ce plan communal de sauvegarde, intégrer toutes les populations vulnérables. Alors, on parle des personnes âgées, mais on peut parler aussi des personnes fragiles, isolées, qui nécessitent, en situation d'urgence, d'être prises en compte de manière réflexe. Et ça, c'est quelque chose qui doit être aussi compris dans votre plan communal. On inclut également dans la loi le plan intercommunal de sauvegarde, parce qu'on sait bien que la commune, selon leur taille, n'ont pas toujours toutes les ressources nécessaires pour faire face aux événements. Et la solidarité intercommunale permet de dégager des ressources humaines en matériel ou de compétences qui permettent de faire face aux événements majeurs, où il y a eu l'exemple de la salle polyvalente, c'est un exemple, mais on pourrait citer d'autres exemples qui nécessitent cette solidarité communale. Donc, tout ça pour vous dire que ce document, c'est une obligation, c'est une démarche, ce sont des acteurs qui doivent connaître et mettre en œuvre le plan. Et comme je l'indiquais, c'est également une population. Une population, si elle n'est pas acculturée, informée, si elle ne connaît pas les risques, si elle ne connaît pas les comportements adaptés en situation d'urgence, eh ben c'est une population à qui il faudra porter secours. Donc autant de personnes qui se mettent d'initiatives en sauvegarde et en protection, c'est autant d'actions de secours par les pompiers qui n'auront pas besoin d'être mises en œuvre. Et ça permettra de porter assistance aux personnes qui sont vraiment nécessiteuses de ce secours. Donc, autant d'éléments qui, collectivement, nous obligent et nous permettent de dire que ce plan communal de sauvegarde doit être mis en œuvre rapidement. Alors, pour vous accompagner dans cette démarche-là, l'État, au niveau national comme au niveau local, on a développé un certain nombre d'outils que je vais vous présenter. Le premier qui a été évoqué, qui est le plan type qui datait de la loi de 2004, qui est effectivement un document de référence un peu indigeste, on va le dire comme ça. Donc on a, pour vous accompagner en cours d'actualisation, un guide pratique pour l'élaboration. Il est toujours en cours de révision chez nous, mais il vous sera très rapidement communiqué d'ici la fin de l'année 2023. Vous l'aurez rapidement en 2024. Les communes sont également exposées à un certain nombre de vagues de chaleur. Donc on va vous faire un guide spécifique sur les vagues de chaleur, tout comme on vous fera un guide spécifique sur le risque d'inondation. L'enjeu pour nous, c'est de vous permettre d'avoir des documents types simplifiés, des fiches réflexes. L'enjeu n'est pas d'avoir d'avoir un plan épais de 200 pages que vous ne pourrez pas lire en situation d'urgence. Donc l'idée, c'est d'avoir des fiches réflexes que vous pouvez sortir, qui vous permettent d'être réactifs le moment venu et avec des acteurs qui connaissent l'ensemble de vos dispositions d'organisation. Nous allons également vous envoyer, on a engagé un travail d'une campagne qui s'appelle Préparisque, qui est un travail conjoint avec une association qui est l'AFCPNT, qui va vous donner des exercices pour associer la population, associer les acteurs de votre territoire et mettre en œuvre vos plans communaux de sauvegarde et toutes les mesures que vous avez identifiées, avec des exercices clés en main, avec des scénarios qui vous permettront de jouer avec un certain nombre d'instruments sur les risques présents dans votre territoire pour mettre en place à la fois le PCS et le PICS et comment les choses s'articulent en cas de situation d'urgence.
Autre point important, nous avons développé, c'est une application accessible en ligne sur Internet, un outil d'auto-évaluation qui vous permettra d'identifier si le PCS est existant, les points d'amélioration, et si le PCS n'est pas engagé, il vous permettra de connaître les lignes forces pour engager l'action d'élaboration de votre PCS. Naturellement, vous avez un relais naturel pour les maires, c'est le service site PC de vos préfectures. Donc tout à l'heure j'ai entendu le service risque, mais c'est globalement la direction de la sécurité au sein des préfectures qui gère cet accompagnement des élus. Il est votre contact naturel et privilégié pour vous accompagner dans cette démarche-là. Et ce matin, j'étais en séminaire avec les directeurs de SDIS que j'ai mobilisés pour venir à votre contact et voir comment ils peuvent vous accompagner dans cette démarche-là. Parce qu'eux aussi, ils ont tout intérêt à faire en sorte que les PCS soient élaborés, soient mis en œuvre, soient connus des élus, que les populations soient averties, informées, formées, pour faire en sorte que l'ensemble du territoire puisse être préparé à la survenue des événements majeurs. Deux petits mots, si vous me permettez, pour vous parler de l'acculturation des populations. Depuis la loi du 10 juillet 2023 sur la prévention et les risques incendie, il y a une disposition dans l'article 48 qui crée officiellement la journée nationale de la résilience. C'est une journée qui est importante, qui se met en point d'orgue le 13 octobre. Mais l'idée, c'est que du 1er janvier de chaque année jusqu'au 31 décembre de l'année, l'ensemble des acteurs, que ce soit les collectivités locales, les associations, les entreprises, les établissements publics, les employeurs, l'économie, tout le monde joue l'acculturation, la sensibilisation des populations, que chacun d'entre nous connaisse les comportements réflexes à avoir en cas de survenue d'un aléa ou d'un événement pour se mettre en protection et faire en sorte qu'on ait une résilience collective la plus optimisante possible. Donc c'est comme ça qu'on a créé une journée nationale qui aura un point d'orgue le 13 octobre. L'enjeu, c'est vraiment de sensibiliser tout le monde et de faire en sorte qu'on soit tous collectivement résilients. Donc on a aujourd'hui, sur l'édition 2023, plus de 600 porteurs de projets qui ont mis en place près de 3000 actions. L'enjeu et l'ambition, c'est de faire en sorte que dans les années futures, on ait toutes les collectivités qui bougent, qui mettent en œuvre des actions au profit des populations, toutes les entreprises qui soient également porteuses d'actions, tous les établissements scolaires qui fassent la même chose. Bref, l'idée, c'est que tout le monde soit acculturé et soit prévenu en cas d'événement majeur. Merci beaucoup. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir. Ah bon, voilà. Y a-t-il des questions ? Pardon, bonjour. Vous avez parlé d'outils d'auto-évaluation, mais vous n'avez pas précisé où on le trouvait. Alors, on le fera passer par l'AMF. Ce sera un outil qui sera accessible en ligne. On enverra le lien. Et puis, à travers les préfectures, vous pourrez l'obtenir, mais on pourra vous le passer par l'AMF, qui sera notre relais en direction des maires. Avez-vous... Oui. Merci. Allez-vous faire une fiche réflexe en cas de rupture de barrage dans des vallées? C'est logiquement le PCS pour pour une commune qui est couverte par un risque barrage doit contenir dans son PCS une fiche réflexe sur cet aspect-là. Donc vous aurez un sujet évacuation, vous aurez un sujet mise à l'abri des personnes pour se mettre en hauteur. Donc logiquement, on verra comment on a. Je ne sais pas si on a spécifiquement fait une fiche sur la rupture de barrage, mais en tout cas, il y aura le sujet d'évacuation, mise en hauteur, vague de submersion, donc on pourra faire quelque chose. Y a-t-il encore d'autres volontés de prise de parole, madame ? Je voudrais juste ajouter, c'est vrai qu'on a les populations sensibles à prendre en compte, mais en milieu rural, on a aussi nos éleveurs et donc tout le bétail à sauver. On s'est aperçu que dans le Pas-de-Calais, malheureusement, il y a eu des choses gravissimes avec les bêtes. Alors, vous avez complètement raison, madame. J'ai concentré mon propos sur les populations, mais de manière plus large, en fait, le PCS doit couvrir les personnes, les biens et l'environnement. Donc, j'ai été réducteur dans mon propos, mais vous avez entièrement raison. Il faut prendre également l'ensemble des animaux et qui nécessitent également d'identifier des ressources pour les évacuer le moment venu. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je suis Monsieur Cuxac, maire d'une petite commune de la Haute-Vallée de l'Aude. Merci
Eric Ménassi d'être ici, de vous dire 2020, alors 600 âmes, 300 maisons, 150 maisons placées au bord du magnifique cours d'eau l'Aude. 2020, inondation. Donc c'était en janvier 2020, inondation. Octobre 2019, inondation. Septembre 2018, inondation. Avec une fluctuation. Du vendredi, l'Aude était à un point bas. La commune était en pénurie d'eau. 10 citernes d'eau qui arrivent. Et le lundi, inondation, l'Aude venait de prendre 9 mètres. On est en zone avec un petit peu de bois, donc ça a été dit, le bois ça brûle. 2010, incendie, 80 hectares. 2003, une chapellerie qui prend feu. Je vous rassure, la chapellerie est renée de ses centres, elle fonctionne toujours, elle m'a confectionné ce magnifique chapeau. Un petit peu de publicité, ça fait pas de mal. Alors, tout ça vous dire que non, je ne suis pas fou et j'ai bien eu la conscience de signer effectivement tous les plans de secours, m'engager dans une commune dans cette notion de sauvegarde, de dire que les outils qui nous sont mis à disposition par notre préfecture, donc prévention, prédicte, etc., j'ai entendu effectivement, c'est très opérationnel. Mais j'ai toutefois une vraie inquiétude. La première notion, c'est la communication. Or, dans les territoires ruraux, et on est nombreux à être dans ces territoires ruraux, la communication, eh bien, quand l'eau monte ou quand il y a des incendies, l'électricité, il n'y en a plus. Et le téléphone, il n'y en a plus. Et donc, les questions que je soulève systématiquement quand on a des réunions en préfecture, c'est de dire et comment on fait ? Comment on fait pour appeler ? Comment on fait pour contacter les personnes ? Alors, je sais que les téléphones satellitaires ont un coût, mais logiquement, le coût, c'est surtout quand on l'utilise. Et j'espère que les communes seront dotées de téléphones satellitaires et qu'on n'utilisera jamais les communications et qu'on pourra arriver à travailler dans ce sens. Et l'inquiétude, elle est de plus en plus grande quand, on le dit, on court vers des catastrophes de plus en plus importantes. Et sur ma commune, j'ai malheureusement, au niveau du pompage, des plaquettes avec les inondations. Et malheureusement, le niveau le plus haut, ce n'est pas le niveau de 2020. C'est le niveau de 1938. Et il est quasiment à 1,20 m au-dessus des dernières inondations. Alors par chance, il n'y a eu que des dégâts matériels, 0 victime. On n'a pas d'élevage sur la commune, donc on n'a pas pu voir des bêtes. Mais de se dire comment faire pour nous appliquer notre plan communal de sécurité, notre plan intercommunal, pour arriver à évacuer les populations, comment on fait si on ne peut pas leur parler. Et c'est aussi difficile pour nous d'être en contact avec les services de l'État, que ce soit les sapeurs ou que ce soit les gendarmeries, et de dire aussi que la radio, parfois, nous met, j'ai entendu la notion de barrage, parfois nous met un stress conséquent, parce qu'il y a des radios qui n'hésitent pas pour faire le buzz à dire le barrage a cassé. Et là, c'est le mouvement de panique avec appel à mairie, donc ça nous sature nos éléments, et sur nos protocoles, on a envoyé un SMS à la population. Le SMS, il est bien parti, il a mis 45 minutes à arriver. 45 minutes, c'est malheureusement le temps que nous avons, si effectivement on a le barrage de Matemal qui casse pour évacuer la population de Montazel. Voilà, donc des fois, je me dis, la communication, il faudrait que nous, les mairies, on ait un petit coup de boost, parce que quand le téléphone portable ne marche plus, quand la ligne filaire ne marche plus, il ne nous reste plus qu'à allumer les haut-parleurs, mais ça nous a été interdit. Peut-être quelques éléments de réaction. Alors, j'ai évidemment pas tous les éléments de réponse sur les points que vous évoquez, mais votre intervention me fait résonner quelques éléments de réflexion. Un, je ne vous ai pas parlé de vigilance, mais c'est un élément qui est essentiel. La vigilance, la gradation jaune-orange pour aller à rouge doit être aussi prise en compte dans le cadre de vos plans communaux de sauvegarde, parce que l'élément doit être corrélé de la montée en puissance de l'événement potentiel avec une information qui doit être préalablement délivrée à la population. Donc elle doit savoir réagir selon le niveau de vigilance et selon l'exposition au risque du territoire. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Deuxième point, vous évoquez la notion de non pas d'information de la population, mais de l'alerte des populations. Le SMS que vous avez envoyé au titre de votre fonction, vous me dites que vous l'avez envoyé par SMS. Effectivement, c'est le phénomène de l'envoi des SMS de type premier de l'an, c'est qu'il y a un engorgement, si bien que le SMS est transmis tardivement. C'est pour ça que la notion d'envoi de cette alerte des populations, vous pouvez passer par le préfet pour faire FR Alerte. FR Alerte, c'est un outil d'alerte des populations qui est de la diffusion cellulaire. Donc,
cette diffusion cellulaire s'exonère de la partie SMS et le message est immédiat. Tous les téléphones qui vont borner sur la zone de danger identifiée sera immédiatement notifié à l'usager avec 2 avantages. Le premier, c'est qu'il reçoit une alerte intrusive, donc le téléphone sonne avec un retentissement qui est quand même entendu. Et deuxième point, la notification du message donne le comportement adopté selon l'événement qui survient. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. Et vous avez tous, les maires, capacité à demander l'envoi à votre titre de directeur des opérations de secours au préfet. C'est un événement qui se déroule sur votre territoire. Il y a une instruction qui a été faite en 2022 qui détermine la procédure et les maires, vous êtes tous capables de demander et le préfet doit mettre en œuvre cette alerte de vos populations. Merci pour ces précisions. Je vois qu'effectivement l'heure tourne, donc on prend une dernière question de Madame et on clôturera cette information. Merci. Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre à jour les PCS dans le cadre de la mobilisation des 2/3 de nos effectifs de gendarmerie l'été 2024 ? J'ai peur qu'on passe un été compliqué dans les territoires. Je n'ai pas compris la question. En fait, l'été 2024 pour les JO, nous, sur notre département, les 2/3 des effectifs de gendarmerie sont mobilisés. Et donc, on va se retrouver avec très peu de gendarmes sur nos territoires. Et j'imagine les individus qui auront envie de faire des choses seront beaucoup plus en mode libre. Et dans quelle mesure, nous, on doit modifier nos PCS par rapport à ça ? Alors, c'est peut-être pas tout à fait lié au PCS, c'est le moins de forces de l'ordre, mais je vous laisse répondre. Là, vous parlez de la délinquance et de la lutte contre le cambriolage, et le PCS n'a pas cette vocation-là, parce que là, vous parlez plus de la menace. Le PCS étant un document de référence par rapport aux risques naturels ou technologiques auxquels le territoire est exposé. Donc, je comprends la question, mais effectivement, ce n'est pas le sujet du PCS en tant que tel. Donc, le document ne doit pas être révisé sur cet aspect-là, du fait que ce n'est pas corrélé. Merci beaucoup. Peut-être un mot de conclusion à nos 2 coprésidents sur cette thématique. Oui, juste un dernier mot avant de laisser la parole à Sébastien. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est... je pense que malgré toutes les informations techniques, avec Sébastien, on voudrait recentrer le débat. Le débat, c'était surtout de vous dire qu'il faut une prise de conscience collective. Nos territoires sont de plus en plus vulnérables. Et quoi que nous fassions, quoi que vous fassiez, le risque zéro n'existera jamais. Jamais. Il n'est pas question, au travers de notre démarche, de vous donner les outils pour que vous ayez un territoire absolument sécure, parce que ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Hein. L'idée simplement, c'est de vous dire, faites prendre conscience à vos équipes municipales qu'il y a un risque. Associez-les. Voilà. C'est en équipe que vous réussirez les choses, c'est jamais tout seul. Par expérience, on sait avec Sébastien que lorsqu'on identifie 1 ou 2 personnes dans son conseil municipal pour s'approprier le PCS, à la fois vous donnez de la responsabilité à quelqu'un et puis vous sollicitez le groupe. C'est ça qui est important. Ensuite, bien sûr, les populations, vous devez acculturer les populations. Et vous devez en permanence leur rappeler ce qui s'est passé. Vous savez, quelqu'un disait que le sang sèche vite quand il rentre dans l'histoire. Ben, c'est un peu pareil pour nous, hein. On oublie très vite. On oublie très vite. Donc il va pleuvoir de plus en plus, il va pleuvoir de plus en plus souvent, il va faire de plus en plus chaud, le monde est de plus en plus fou, et le seul responsable sera le maire. Non mais je vous dis ça avec beaucoup d'humour, mais c'est la réalité, hein. C'est la réalité parce que le président est parti, le président des pompiers. Si jamais il y a un problème sur votre territoire, on n'ira pas le voir à lui, hein. On n'ira pas voir le préfet. Hein. Par contre, on ira voir le maire. Hein. Ça, c'est certain, je vous le garantis. Hein. Et juste un dernier mot avant que tout le monde parte. Il y a une petite polémique qui est en train de naître. Je ne sais pas si vous l'avez vu, comme quoi les maires faisaient que pleurer. Vous ne l'avez pas entendu là, il y a certains médias le relaient. Les maires ne pleurent pas. Hein. Je vous confirme que personne ne nous a obligés d'être à notre poste et que si on est là, c'est qu'on le fait avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie. Simplement, les maires veulent sensibiliser la population, sensibiliser l'État pour expliquer que pour que la République tienne, il faut qu'on ait un peu plus de moyens et qu'on ait un peu plus de latitude dans l'action que nous menons. Mais on ne pleure pas. Hein. Enfin, avec Sébastien, on ne pleure pas, c'est certain. Mais merci pour votre attention. Je laisse Sébastien conclure.
Bien. Oh, on pleure, mais de joie. Bon, ça vous a été utile? Vous êtes toujours là? Il y en a deux qui dorment au fond, ça va? Bon, voilà, donc vous avez compris que c'est un sujet essentiel. C'est un sujet majeur, ce n'est pas un sujet facile. En résumé, votre PCS, il doit être utile. Tout le monde doit en avoir un. De toute façon, ça deviendra obligatoire tôt ou tard, donc autant s'y préparer. Pas besoin de faire le modèle de 600 pages qui tient à la porte des archives et qui sert de cale et pleine poussière. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui en ont un, à rentrer, à faire un petit exercice assez sympa pour voir s'il est à jour. Regardez les numéros de téléphone. Juste pour voir. Moi, je peux vous dire, j'ai vécu des grands moments où, en pleine crise, on avait notre directeur du CCAS qui était appelé parce qu'il cherchait à joindre le directeur du barrage pour lui dire d'arrêter les lâchers d'eau. Et ils appelaient mon directeur du CCAS, vous voyez, pour vous dire à quel point c'était mis à jour à tous les niveaux d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez vous y atteler. Eric vous l'a très bien rappelé, c'est un travail collectif, d'autant plus collectif que le maire n'est pas toujours présent dans la ville. Et si vous n'êtes pas sur le territoire quand un drame survient, parce qu'aujourd'hui le drame a cette impertinence d'être imprévisible, et ça c'est impardonnable, eh bien justement il faut que votre équipe puisse réagir, et votre administration doit aussi pouvoir réagir, donc il faut aussi les former, il faut les préparer. Les exercices, alors ça c'est vraiment les exercices, c'est utile. Alors c'est amusant parce que vous avez des exercices, vous savez c'est toujours pareil, on vous appelle, on dit voilà le fleuve, alors déjà vous êtes au courant qu'il va y avoir un exercice. Vous voyez déjà, élément de surprise, on a le temps de préparer les cafés, les viennoiseries. On vous appelle, on dit à 15h30 le fleuve déborde, à 15h45 on commence les évacuations, à 16h10 l'évacuation est terminée. Bon, dans la réalité, autant vous dire que ça ne se passe jamais comme ça. Mais au moins vous testez ligne par ligne. Et ça, c'est très bien. Donc il faut le faire, il faut s'y préparer encore une fois. Je ne vais pas être plus long, tout a été dit et très bien dit. Je vous dirai juste pour finir une phrase, c'est que si aujourd'hui subir un élément climatique exceptionnel ou un risque imprévisible est bien sûr excusable, ne doutez pas que votre impréparation sera, elle, impardonnable. Voilà, et bien sur ces bonnes paroles, j'espère que cet après-midi du deuxième jour du congrès n'est pas trop difficile. Je sais qu'il y a eu des grosses soirées de travail hier soir, donc j'espère que ce soir aussi vous allez bien travailler. Merci à vous.